Salam alaikum. Bon matin tout le monde, merci, bon midi, merci beaucoup de me recevoir donc, pour cette première, je pense, du festival. C'est très intimidant de briser la glace. On a beau prendre souvent la parole, je trouve que c'est ça, être parmi les nôtres, il y a quelque chose de particulier. Alors, normalement, c'était prévu que je parle 45 minutes, mais je pense que vous vous ennuierez si je parle 45 minutes. Donc, la manière dont je préfère fonctionner, c'est que je vous présente un petit peu mon sujet, les perspectives, et si vous le voulez bien, par la suite, on pourrait avoir un échange, et puis si vous avez des questions à me poser, j'apprécierais beaucoup. Donc, les interactions, je pense, sont pas mal importantes. Je suppose qu'on me fera signe en bas, après peut-être 15-20 minutes maximum. Ça va? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler des défis de l'implication citoyenne. Bon, comme certains d'entre vous le savent peut-être, effectivement, je me suis présentée aux dernières élections provinciales et c'était la première fois pour le Québec, pour les élections québécoises, qu'une femme musulmane portant un foulard se présentait en politique. On avait déjà eu Madame Samira Laouni qui s'était présentée aux élections fédérales, donc il y a quelques années. Mais au Québec, c'était la première fois. Et c'était quand même assez fascinant parce que quand j'ai pris cette décision-là, on s'est rendu compte plusieurs mois auparavant qu'au Québec, la loi ne nous permettait pas d'avoir accès à cette participation citoyenne-là. Donc, ça a pris à peu près 7 mois, c'est ça, 7 mois de va-et-vient avec le directeur général des élections pour obtenir un changement de règlement qui permettait... en fait, ce n'était pas une loi discriminatoire à la base, c'était une loi désuète qui datait de 89 et qui exigeait des candidats et des candidates aux élections de se présenter la tête découverte, donc dégagée jusqu'aux épaules. Et finalement, donc, ce qui nous empêchait d'avoir accès à ça. Donc, après 7 mois d'aller-retour avec le directeur général des élections, c'était le 18 février, c'est ça, le 18 février passé, à l'Assemblée nationale, à la majorité, ils ont accepté de changer ce règlement pour que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous puisse enfin avoir accès à cette possibilité-là d'exercer notre citoyenneté, notre pleine citoyenneté. Alors, c'est pas rare dans notre société d'avoir affaire à ce genre d'obstacles systémiques et je pense que c'est important à chaque fois d'aller de l'avant, de ne pas s'en faire, une barrière et de pouvoir pousser les choses pour que ça change. Il a été évoqué dans les sujets qui seront amenés cet après-midi, tout ce qui concerne l'implication sociale, tout ce qui concerne les questions d'identité. Et ça fait partie de nos enjeux au quotidien. Pour ma part, c'est vraiment dans l'implication communautaire que j'ai pris mes racines et que j'ai pris ce goût-là de m'impliquer dans notre société québécoise. Et c'est d'abord parmi nous, au sein de ma communauté, que pendant plus de 16 ans, c'est ça, j'ai pu m'impliquer. Alors, des fois, on limite nos implications, mais la communauté est tellement riche, donc il y a beaucoup de halaqa, il y a beaucoup de choses auprès des jeunes que nous pouvons faire. Mes premières implications étaient essentiellement dans les mosquées, avec des sœurs. À l'époque, je me rappelle, c'était en 99 qu'on a commencé. Ça résonne ? Non, je vous en prie. Merci. Donc c'est ça, et cette implication-là est très importante parce que, comment dire, non seulement elle permet de créer des liens, mais en plus c'est une façon de nous impliquer de manière indirecte dans la société. Par la suite, le contexte a changé. En 2014, je ne sais pas si vous m'entendez bien, moi j'ai comme ça résonne, oui, ça marche ?
Donc, tout au long, c'est ça, de ces années d'implication, notre contexte sociopolitique a changé. Et la fameuse période de la Charte des valeurs en 2014 a vraiment changé notre contexte et a vraiment changé aussi notre situation en tant que Québécois musulmans. Ça a marqué un tournant dans la société québécoise. Et à cette époque-là, avec quelques sœurs, nous avions décidé de mettre sur pied un organisme qui s'appelle toujours d'ailleurs, même s'il fonctionne un peu moins à faute de temps, qui s'appelle La Voix des femmes. Et notre objectif à travers ça, c'était d'avoir une réflexion à partir du moment où la charte était sortie, en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait pour la plupart d'entre nous des années que nous sommes là, des années que nous sommes impliqués. Comment ça se fait qu'il y a toujours des difficultés dans la société pour percevoir notre implication comme positive et que chacun l'apprécie comme il se doit. Donc, nous avons commencé des projets avec des organismes de la société civile. Et c'était fascinant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous avons collaboré avec beaucoup d'organismes. Je pense notamment au Centre Justice et Foi de Montréal. On a travaillé beaucoup à l'époque aussi en interreligieux. On s'était dit, bon, ça va être une façon aussi de mieux se connaître. Et on avait mis sur pied une exposition qui s'appelait Québécois, Québécoises, musulmans et après. Donc une exposition qui au départ partait de 26 portraits de Québécois musulmans à travers le Québec pour montrer cette diversité de nos communautés, pour montrer que nous ne sommes pas un bloc monolithique, que nous faisons partie d'une communauté de foi, mais nous avons des opinions politiques personnelles, nous avons des façons d'interagir avec la société différentes. Et cette exposition-là a été le départ de quelque chose qui nous a dépassés, parce que par la suite, nous nous sommes retrouvés avec 46 portraits à faire le tour du Québec. Il y a eu une très bonne interaction. Cette exposition a tourné pendant 5 ans à peu près, pendant 5 ans, et elle fonctionne encore aujourd'hui. Et elle s'est transformée à la rentrée de ce mois de septembre-ci en un programme pédagogique qui fait partie maintenant officiellement des cours d'éthique et culture religieuse. Donc c'est un programme pédagogique qui met de l'avant les diverses identités de nos communautés et qui parle beaucoup donc de cette identité plurielle. Alors ce sont des gains non négligeables et c'est un peu le genre de projet que l'on peut mener lorsque on s'implique régulièrement dans la communauté et qu'on reste en interaction avec des acteurs de la société civile aussi et d'autres organismes, qui ne font pas partie de nos communautés. En fait, pour pouvoir bien agir dans la société, moi je me rappelle qu'après toutes ces années d'implication, si j'ai choisi, beaucoup de gens m'ont dit « mais pourquoi tu as choisi d'aller en politique? Est-ce que ça ne te suffisait pas de t'impliquer, de faire du bénévolat ?» Parce que ça, c'était quelque chose dans notre organisme qui était très important. L'action bénévole, bien souvent, c'est sous-estimé, mais on le sait, ici au Québec, ça reste quand même... l'action bénévole sert d'expérience professionnelle, vient enrichir un CV. Pour beaucoup de gens, ça peut permettre de mieux connaître, pour ceux qui viennent d'arriver, la société québécoise, mais aussi, ça a permis à beaucoup d'obtenir un emploi. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à négliger, pas à sous-estimer, ça reste un apport. Mais par la suite, avec le changement du contexte, c'était vraiment important d'être dans la société et de se préoccuper de tous les enjeux qui l'entourent. C'est sûr que lorsque, en tant que communauté, on se retrouve dans un contexte avec des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés de reconnaissance de diplômes, donc on a ce souci-là de veiller sur nos enfants, de mettre du pain sur la table. Ça devient plus difficile de s'impliquer dans d'autres domaines ou de donner son temps dans des organismes communautaires. Mais sincèrement, ça fait une différence. Et depuis plus de 20 ans, j'ai vu tellement de changements, tellement de gens de nos communautés, tellement d'organisations
tellement de femmes et d'hommes prendre leur place et ouvrir les horizons du Québec, ça a été quand même assez fascinant. On aurait pu penser qu'avec tout ce qu'on a vécu au niveau sociopolitique, on se serait peut-être comme replié un petit peu sur nous-mêmes, mais c'est vraiment le contraire qui s'est passé. Il y a eu une ouverture, il y a eu un développement vraiment de toutes sortes d'implications. Et on l'a vu beaucoup aussi dans chaque élection. À chaque élection, il y avait plus de monde aussi qui participait, plus de monde qui se sentait concerné. Et ça reste vraiment quelque chose d'assez incroyable quand même. Il ne faut pas oublier aussi que on ne peut pas tout le temps se jeter la pierre, puisque nous sommes quand même une communauté, une immigration assez jeune, assez récente, si on regarde quand même en termes de temps. Donc c'est sûr que des fois les gens nous demandent pourquoi vous vous impliquez pas en environnement, pourquoi vous vous impliquez pas dans telle affaire, mais c'est comme on arrive, on pose nos affaires, on s'occupe de nos familles, on trouve un emploi, on stabilise, on élève nos enfants et on s'implique. Comme chaque communauté, si on prend les communautés juives, les communautés italiennes, etc., auparavant, ont pris le temps de le faire aussi. Ceci dit, actuellement, c'est nous qui sommes sous la loupe, donc c'est assez facile de nous renvoyer ce genre d'image. Alors pourquoi j'ai choisi la politique? C'est parce qu'après plus de 16 ans de cette implication-là, pour moi, c'était vraiment... Il y a tellement de limites. Je veux dire, on nous limite tellement notre travail. Vraiment, mon constat, et ce n'est pas uniquement le mien, il y a beaucoup de sœurs dont les noms des conférencières qu'on a citées, je pense à Anadi Saad, Asma Ibn Zahir, etc., des femmes qui sont très engagées, machallah, depuis longtemps aussi. C'est pour nous, partout où on va, peu importe le projet dans lequel on s'engage, c'est toujours plus difficile. C'est toujours plus long. C'est très difficile. Et ça, c'est vraiment des réalités que l'on est très nombreuses et nombreux à vivre. Les liens de confiance, quand on travaille avec d'autres organisations, c'est comme ça prend plus de temps pour qu'on nous fasse confiance. On essaye de voir si on n'a pas un agenda caché. Ça, c'est toujours ce qui revient. Les liens à tisser sont plus longs. Et c'est quelque chose qui revient vraiment tout le temps. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler pour la Commission des droits de la personne et de la jeunesse il y a un peu plus d'1 an maintenant, particulièrement sur les actes haineux. C'était tout de suite après le 29 janvier qu'on est parti faire le tour du Québec pour travailler sur les actes haineux, pour plusieurs communautés, mais c'était essentiellement pour les communautés musulmanes. Et on a fait le tour de la province du Québec en rencontrant des familles, enfin plusieurs acteurs de la communauté aussi. Et vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez sûrement l'imaginer d'ailleurs, je dis ça quand ce sont des communautés non musulmanes. Donc vous pouvez certainement imaginer que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, l'impact que ça a eu sur leur identité, sur leur appartenance à la société québécoise, à la société canadienne. Et le plus grave encore, selon moi, c'est l'impact que ça a aussi sur les jeunes. Quand vous avez des parents qui rentrent à la maison, qui ont vécu des choses de la discrimination dans leur cadre professionnel, qui sont en dépression, je pense à certains messieurs en particulier, parce qu'ils vivent de la discrimination au travail, même en tant que professeur d'université. Il rentre chez lui, déprime, il ne sait pas comment parler à ses enfants, les enfants le voient dans cet état-là, ça a un impact aussi sur eux. Et ça, c'est une dimension importante. En tant que parent, lorsque l'on vit ce genre de discrimination, d'oppression, etc., c'est bien si vous prenez le temps de parler avec vos jeunes de ça. Parce que souvent, on rentre, on met ça sur la table, on est autour du dîner, on dit on fait état de ce que nous avons vécu. Et je l'ai vu souvent en donnant des halaqas avec les jeunes. Eux prennent ce qui nous arrive et en fait, après, ça leur met une barrière aussi. Ça leur met une barrière avec la société. Il y a chez beaucoup de jeunes, de à peu près 15-16 ans, les jeunes du secondaire, c'est quelque chose qui revient en disant, ils se sentent pas encore à l'aise avec leur identité parce que ce que vivent leurs parents a un impact sur eux. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, prendre le temps de s'asseoir avec nos jeunes
et d'avoir ces conversations-là sur ce qui nous arrive, mais de les rassurer aussi. Parce que eux, c'est ça, eux sont nés ici, eux sont avec le bagage d'ici, donc c'est leur société. Donc c'est très important, je pense, selon moi, de les rassurer. Pour revenir sur le choix de la politique, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, les limites que nous rencontrons parfois de notre implication, c'est ça a été pour moi vraiment, je me disais, mais comment, mon souci a toujours été de savoir comment on peut toujours mieux faire, comment on peut toujours mieux s'impliquer, où serait la place dans laquelle on pourra vraiment agir d'une façon vraiment qui change les choses. Et pour moi, je m'étais dit, j'ai encore un petit peu confiance aux institutions, donc je me suis dit, aller en politique, c'est être à l'intérieur des décisions, c'est faire partie de certaines décisions, et c'était ma façon d'essayer d'avoir un impact. Mais là encore, vous avez beau choisir un parti politique et qui va être content que vous soyez là et qui va vous soutenir, mais encore une fois, c'est jamais, pour nous, c'est jamais aussi facile. C'est jamais aussi facile. Parce que, de la même façon, lorsqu'on fait ce genre de choix, on se retrouve encore avec la problématique de la confiance. Pour ma part, comme j'avais travaillé aussi pour le Conseil national des musulmans canadiens qui était situé à Ottawa, je peux vous dire que malgré que j'ai travaillé juste 5 mois, en fait, ma mission était de développer le NCCM au Québec, dans les milieux francophones. Juste ces 5 mois-là m'ont valu de faire la première page des postes d'extrême droite. Ça a suffi à mettre le doute à des tas de personnes sur la légitimité de ma candidature, sur ma réelle volonté de m'affirmer comme une femme féministe, engagée. Tout était remis en question. Alors, à chaque fois, c'est sûr, plus nous voulons intervenir dans la société, plus nous voulons avoir accès à certains milieux comme tout citoyen le souhaite, nous rencontrons ce genre d'obstacles qui sont vraiment pour moi, des défis majeurs. Il y a une construction autour du musulman, quand même, au Québec, qui reste un peu comme une chape de plomb, tu sais, sur notre capacité d'agir, en fait. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez difficile. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas clean à 100% non plus, parce que lorsque l'on se retrouve à faire des choix politiques, d'un côté, il y a la confiance à établir et le négatif qui vient de l'extérieur, mais aussi, parfois, il y a un doute de nos propres communautés, des remises en question. Pourquoi choisir tel parti? Pourquoi défendre telle position? Alors, c'est comme se retrouver être trop musulmane pour les uns, pas assez musulmane pour les autres. Il n'y a rien de simple en ce sens. Ce qui reste quand même assez fascinant, c'est que je pense que ce qui nous permet de pouvoir nous impliquer, c'est d'abord, et ça c'est plate parce que dans la société en général on ne peut pas en parler, mais pour moi cette motivation et cette conviction-là, je pense que je la garde tout le temps à travers ma foi. Pour moi, notre responsabilité en tant que musulmans, c'est de faire toujours de notre mieux, relever nos manches, avoir des interactions positives avec les meilleures intentions du monde, et le résultat ne nous appartient pas. Le résultat appartient à Dieu, et je pense que c'est en gardant toujours cette optique-là qu'on ne se limite pas. On ne se limite pas dans la capacité de ce que nous pouvons faire. C'est quelque chose de positif. Et c'est sûr qu'on ne le partage pas toujours forcément dans la société civile, dans les gens avec lesquels nous interagissons, mais je pense que nous savons, puis nous avons ça, et c'est quelque chose à garder précieusement, parce que je crois que c'est vraiment un moteur. Il y a la question également d'identité.
On en a parlé avec des jeunes. Je pense que parfois des fois aussi notre barrière, c'est comment on peut interagir dans la société, comment on peut vivre cette identité plurielle. Et moi, je crois que c'est ça, quand je l'entends chez les jeunes, quand je l'entends chez d'autres personnes, c'est d'assumer cette identité plurielle-là. Il n'y a rien qui est en concurrence ou il n'y a rien qui est incompatible. Souvent, j'aime me présenter en disant, bon, je suis française, d'origine espagnole, avec une musulmane, avec une forte appartenance au Maghreb, féministe, et, enfin bref, et québécoise. Et les gens sont comme, ben c'est peut-être beaucoup, tu sais, en termes d'identité, mais je pense que c'est d'assumer cette identité plurielle-là qui fait en sorte que on est capable d'affronter la société en étant des personnes entières. Et ça, souvent, c'est une problématique qu'on retrouve chez les jeunes quand il y a cette dichotomie entre les différentes identités qui peuvent l'habiter. Est-ce que je le vois chez mes propres enfants quand ils étaient jeunes, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un côté algérien qui est très dominant, algérien, canadien, le Québec, ça leur parle pas trop encore. Enfin bref, on le retrouve, mais c'est vraiment d'aider à assumer cette identité plurielle-là. On peut être tout ça à la fois, et je pense que être tout ça à la fois, ça n'est pas en compétition, mais c'est ce qui nous compose et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Je voudrais terminer, je pense que ça fait un petit bout, j'ai l'impression que ça fait... je voudrais parler de notre contexte politique et ce qui s'en vient. Vous savez donc que nous avons eu un gouvernement de la CAQ qui a été élu, et donc vous connaissez ses orientations en ce qui a trait à remettre le débat sur le foulard, évidemment, et donc interdire les signes religieux, non seulement pour les personnes en autorité, mais aussi pour les enseignantes. Les éducatrices, c'était pas clair jusqu'à présent, selon moi, mais enfin bref. Donc on va encore se retrouver, malheureusement, dans une ère où on va encore parler de nous à outrance, nous utiliser, etc., etc. Ce que j'aimerais amener par rapport à ça, c'est que, déjà que c'est sûr que vous le savez certainement, tu sais, il y a des organismes qui travaillent là-dessus. Dans les milieux politiques aussi, vous dire que il y a du travail à l'intérieur de différents partis, même des partis qui officiellement s'affichent pour une restriction concernant les personnes en situation d'autorité, mais il y a du travail de réflexion et d'action qui se fait aussi à l'interne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Mais je pense que ce qui est important, c'est de joindre aussi les forces civiles, les forces citoyennes. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, parce que souvent, dans ces débats-là, on entend les mêmes personnes, on voit les mêmes personnes. J'aimerais beaucoup aussi que dans nos communautés, on le sait, il y a beaucoup d'enseignantes, il y a beaucoup d'éducatrices, donc ça nous touche particulièrement, mais qu'il y ait aussi des mouvements civils qui se mettent en place par rapport à ça. Je pense que ça doit venir aussi des institutions, mais aussi des mouvements civils. Donc, vous avez certainement des syndicats, celles qui ne sont pas syndiquées, des éducatrices en milieu familial, vous avez des regroupements, vous avez des regroupements d'éducatrices, des regroupements de, comment on appelle, celles qui sont à la maison, milieu familial, etc. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, si vous connaissez des gens, ça serait bien d'avoir des discussions et de prévoir un petit peu à l'avance comment il y aurait une possibilité de s'organiser autour de ça. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important que toutes les voix soient entendues, pas toujours les mêmes qui ont la possibilité d'aller de l'avant. Si on a la possibilité d'avoir une parole publique, il faut vraiment que cette parole publique-là soit le reflet de ce que vous vivez, vous, et de ce dont vous avez besoin. Parce qu'avoir la parole publique juste pour parler de soi ou donner son opinion, pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment important
qui est cette réflexion-là, si vous faites partie de ces milieux-là aussi, parce que le projet de loi va arriver assez rapidement, peut-être d'ici mars, si ce n'est pas avant. Donc, je vous invite là-dessus à une réflexion. Alors voilà, j'aimerais, plutôt que de continuer à parler, je trouve que j'ai trop parlé déjà, j'aimerais beaucoup, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des choses que vous auriez envie de faire entendre, je suis bien ouverte à tout ça. Je veux juste vous dire que cette expérience politique-là a changé beaucoup de choses, que je vais rester là et que je vais revenir encore, Inch'Allah, et qu'il y aura encore plus. Juste pour terminer, si vous vous rendiez... Le nombre de jeunes femmes musulmanes qui sont venues me voir en disant « tu vois, je croyais que ce n'était pas des choses pour nous, je croyais que ce n'était pas des milieux pour nous, ça me donne le goût d'y aller, au municipal. » On a encore énormément de choses à construire, donc tous les milieux ont besoin de nous parce qu'on a toutes les compétences qu'il faut. Et on n'est pas juste des acteurs de notre société, on est vraiment des agents de changement, des agents multiplicateurs dans tout ce qu'on peut faire. Puis je pense que c'est important de ne pas minimiser l'implication que nous pouvons avoir. Des fois, on le voit, que ce soit en période d'élection, mais s'il vous plaît aussi hors période électorale. C'est pas juste les élections qui sont importantes, c'est vraiment la construction au quotidien. Donc, voilà. Alors, je suis ouverte à... Je ne sais pas si vous avez des micros ou quelque chose. OK.